Merci Damien, bonjour à tous. Je suis très heureux de venir au Week-end de la Liberté pour la première fois et de vous parler des infortunes de la concurrence. Alors la concurrence, on est tous d'accord pour dire que c'est un des piliers du capitalisme et que c'est une des conditions de la richesse des nations. En même temps, la concurrence est une notion complexe et qui est très attaquée de toutes parts. Elle est souvent critiquée, remise en question de multiples manières, et je pense au chef-d'œuvre du marquis de Sade, grand penseur de la liberté, intitulé « Les infortunes de la vertu ». Et dans ce livre magnifique, on assiste à une sorte de descente aux enfers de l'héroïne Justine, qui subit une série de sévices, de tortures, de viols, de méfaits en tout genre, si bien que le lecteur, en fait, en lisant ce livre, est obligé de ressentir une immense compassion pour la malheureuse Justine. Et moi, j'éprouve le même genre de compassion quand je vois la manière dont la concurrence est attaquée. C'est pour ça que cette conférence est intitulée « Les infortunes de la concurrence ». Alors, comment est-elle attaquée? Elle est attaquée de manière intellectuelle, théorique, politique, juridique, philosophique, de plusieurs manières, notamment trois. Il y a d'abord les théories et les politiques qui visent à réduire la concurrence parce qu'on estime que de temps en temps, il y a trop de concurrence. C'est le vilain capitalisme sauvage, c'est vraiment très très vilain, il faut réduire la concurrence. Il y a aussi les théories et les politiques qui visent à supprimer la concurrence, dire voilà, il y a plein de cas où le marché naturel aboutit à des situations sous-optimales et donc il ne faut pas de concurrence du tout, il faut que ce soit l'État qui produise les choses et qui agisse. Et il y a une troisième catégorie d'attaque contre la concurrence qui est beaucoup plus subtile et beaucoup plus insidieuse à mon avis. Ce sont les politiques de la concurrence qui prétendent œuvrer en faveur de la concurrence. Alors, il y a deux aspects dans ces politiques. Il y a les politiques qui visent à réduire les aides d'État. Donc ça, les libéraux, ils sont tous favorables à ça, et c'est normal. C'est pour empêcher que les États distordent la concurrence en avantageant des entreprises, particulièrement dans le marché commun en Europe. Ça, rien à dire. En revanche, il y a une deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les politiques antitrust. Elles sont nées aux États-Unis à la fin du 19e siècle, et ce terme antitrust n'existe pas vraiment en Europe. En Europe, on parle de politique de la concurrence, de contrôle des concentrations et de lutte contre les abus de position dominante, et les abus des monopoles, etc. Et alors, l'inconvénient de ces politiques, c'est qu'elles aboutissent à donner encore plus de pouvoir à l'administration, à la sphère publique, à l'État. Donc quand je parlerai d'État, ce sera en fait pour parler de la sphère publique. Ça englobe les institutions européennes, les autorités administratives en tout genre, voilà, la puissance publique. Ces politiques qui prétendent entretenir la concurrence, vraiment la soutenir quand on estime qu'elle est insuffisante, elles aboutissent à donner plus de pouvoir à l'administration, à avoir plus de bureaucrates, plus de lois, plus de réglementations, alors qu'elles semblent avantager le capitalisme. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là, en fait? On a en fait un raisonnement du style, voilà, la liberté c'est très bien, mais pour avantager la liberté, il faut des politiques qui vont donner plus de pouvoir à ceux qui réduisent la liberté. Le capitalisme c'est très bien, mais pour le faire fonctionner, il faut plus de bureaucratie. Alors Ayn Rand dans Atlas Shrugged écrivait « Dans la vie, il n'y a pas de contradiction. Quand vous tombez sur quelque chose qui ressemble à une contradiction, vérifiez vos prémices. Il est possible, il est même certain qu'il y en ait une qui soit fausse. Donc vérifiez le début de votre raisonnement. » Donc c'est ce que je vais essayer de faire avec vous pour vous convaincre que les politiques antitrust sont antilibérales, contrairement à ce que certains libéraux croient. Beaucoup de libéraux sont convaincus que les politiques antitrust sont libérales. 100% des antilibéraux sont convaincus de ça. Mais ce qui, moi, m'étonne, c'est que des libéraux pensent qu'elles sont nécessaires. Donc, je vais en deux temps, d'abord rappeler les justifications théoriques des politiques antitrust, et puis examiner leurs modalités. Et ensuite, dans un deuxième temps, voir quelles critiques on peut adresser à ces politiques, notamment dans le contexte actuel, récent, de l'émergence des géants du numérique, les fameux GAFA et BATX.
Je ne parlerai pas de commerce international, donc concurrence internationale, parce que c'est un domaine à part entière. Je parlerai de concurrence entre les entreprises et entre les entrepreneurs. Donc première partie, quelles sont les justifications et les modalités des politiques antitrust? Alors pour résumer, les théoriciens, les économistes ont inventé une espèce de société idéale, abstraite, théorique, idéale. Dans les faits, on constate que cette société n'existe pas, donc l'État doit intervenir. Ça se résume à peu près à ça. Alors maintenant, on va voir un peu plus en détail. Cette théorie, c'est la théorie de la concurrence pure et parfaite, qui est critiquée par tous les antilibéraux, qui disent « Regardez, vous les libéraux, votre dogme, votre religion de fanatique, c'est la théorie de la concurrence pure et parfaite ». Que dit cette théorie? C'est la théorie néoclassique qui a été inventée fin 19e, début 20e siècle. Elle dit que sous un certain nombre de conditions, on aboutit à une sorte d'optimal social, optimum social. Ces conditions, c'est quoi? Il y en a 5 ou 6. La liberté d'entrer et de sortir du marché, l'atomicité, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites entreprises, l'homogénéité des produits, ça veut dire que tous les produits sont comparables, l'information parfaite, la transparence de l'information. Voilà. Et à partir de ces conditions, on peut prouver, avec une très grande sophistication mathématique, formelle, qu'on aboutit à une sorte d'optimum social, c'est-à-dire notamment un optimum de Pareto, une situation où on ne peut pas dégrader la situation de quelqu'un sans... Enfin, on ne peut pas améliorer la situation de quelqu'un sans dégrader celle de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc là, ça, c'est la théorie. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on voit dans les faits? Dans les faits, ces conditions que j'ai listées ne sont pas respectées, évidemment. On n'a pas une atomicité naturelle, il n'y a pas une multitude de petites entreprises, il n'y a pas d'information parfaite, il y a des asymétries d'information, il n'y a pas d'homogénéité des produits. Voilà, ces conditions ne sont pas respectées et on assiste à la formation de phénomènes qu'on peut estimer anticoncurrentiels. Des monopoles qui abusent des consommateurs en augmentant les prix ou en baissant la qualité, des cartels avec des entreprises qui passent des accords plus ou moins secrets entre elles pour abuser du gentil consommateur en augmentant les prix, des ententes illicites, du dumping, où là ce sont des entreprises qui en fait évitent l'émergence de concurrents en baissant artificiellement leurs prix pour que les concurrentes soient plus rentables. Voilà. Donc on assiste à plein de pratiques de ce style qui sont unanimement considérées comme nuisibles. Donc, l'État doit intervenir. Et c'est ça qui justifie, pour les partisans des politiques antitrust, les politiques qui ont deux aspects. Un aspect préventif et un aspect répressif. L'aspect préventif, c'est le contrôle des concentrations. Des entreprises qui veulent fusionner ensemble doivent demander l'autorisation à la puissance publique, ça dépend laquelle selon les marchés, les volumes et tout, qui ensuite leur donne l'accord ou pas de fusionner selon le risque de fausser la concurrence une fois que la fusion aura été réalisée. Ça, c'est l'aspect préventif. Et puis, il y a un aspect répressif qui est une fois que les fusions ont eu lieu, si des monopoles abusent des consommateurs, les autorités peuvent décider de casser les monopoles ou d'infliger des amendes. Et en fait, on a tous à l'esprit des cas emblématiques. Le plus connu, c'est celui de la Standard Oil en 1911, que la Cour suprême a décidé de casser. Rockefeller avait créé cette entreprise en 1870. Elle était devenue ensuite un géant en fusionnant plusieurs autres entreprises. Et la Cour suprême américaine l'a cassée en 34 entités, dont les 7 premières sont ensuite devenues progressivement les grandes majors américaines du pétrole. Mais plus récemment, Microsoft, tout au long des années 90 et 2000, et maintenant Google, subissent un flot de procès, de sanctions, à coût de milliards de dollars, parce qu'on estime qu'ils faussent la concurrence. Et ça, ce sont les politiques répressives du volet antitrust. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser ces politiques ? Quelles sont les critiques qu'on peut leur adresser? Alors, il y a des critiques théoriques et puis des critiques un peu plus concrètes. La première critique théorique, c'est qu'en fait, ce raisonnement fondamental consistant à partir d'un modèle abstrait, de voir qu'il n'est pas réalisé et donc de justifier l'action de l'État, ce raisonnement-là est profondément étonnant.
il est évident que les conditions que j'ai énoncées ne sont pas respectées dans les faits. Alors pourquoi, malgré tout, conserver cette théorie de la concurrence pure et parfaite d'un point de vue normatif, c'est-à-dire pour justifier des interventions? Je vais prendre un exemple un peu trivial. Supposons que j'arrive à prouver de manière presque mathématique que si les êtres humains avaient des jambes de 4 mètres de haut, tout serait parfait, on arriverait à un optimum social, le consommateur serait vraiment respecté magnifiquement. Supposons que j'arrive à prouver ça. Ensuite, je vois que dans les faits, c'est pas respecté. Évidemment, les hommes n'ont pas des jambes de 4 mètres de haut. Donc, l'État doit intervenir pour mettre en prison les gens qui n'auraient pas des chasses de 4 mètres de haut, et l'État doit intervenir pour financer, subventionner la production des chasses de 4 mètres de haut. Voilà. En fait, ça revient à peu près à ça quand on y pense, ce raisonnement. C'est un raisonnement complètement bizarre. Voilà, ça c'est une remarque de bon sens. Maintenant, on peut entrer un peu plus dans les détails. Par exemple, cette théorie aboutit à des concepts très difficiles à définir précisément, ce qui aboutit à une forme d'arbitraire. Je pense notamment à la notion de monopole. Dans le langage courant, un monopole, c'est quoi? C'est une entreprise qui est le seul producteur sur un marché donné. Voilà, ça c'est le bon sens. Mais en fait, dans les faits, c'est très difficile à déterminer de manière précise. C'est-à-dire, seul producteur sur quel marché? Supposons que moi, j'ouvre une pizzeria dans ma rue. Bon, si il n'y a pas d'autres pizzerias dans la rue, je vais être monopole des pizzas dans ma rue. Est-ce que je vais être le monopole de la restauration dans ma rue? Ça dépend s'il y a d'autres restaurants dans la même rue. Donc autrement dit, ça veut dire que... est-ce que je vais être monopole dans mon quartier, dans ma ville? Et de quoi? Des pizzerias, des restaurants, de la restauration, des lieux publics d'accueil. Voilà. Donc autrement dit, tout dépend de comment on définit les contours du marché, comment on segmente le marché. Et on peut définir les contours de n'importe quel marché d'une manière telle qu'on aboutira à conclure que telle entreprise est monopole sur son marché. Donc, la définition du monopole est forcément arbitraire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que d'un point de vue historique, autrefois, la notion de monopole, c'était quelque chose de beaucoup plus précis. C'était uniquement les entreprises qui avaient reçu un privilège de la couronne britannique. Le monopole, c'était un producteur qui avait un droit d'être le seul à produire un truc dans le royaume britannique. Et ensuite, la notion de monopole s'est développée pour désigner beaucoup plus d'autres choses. Et en fait, elle a perdu en consistance et en précision. Et aujourd'hui, on emploie ce mot monopole à tort et à travers. En fait, ça ne veut plus rien dire. De même que la notion de prix de monopole. Dans les théories très sophistiquées qui prétendent justifier les politiques antitrust, on explique qu'une entreprise, quand elle est la seule sur un marché donné, elle va pouvoir fixer des prix de monopole qui sont bien supérieurs aux prix qu'il y aurait sur un marché vraiment concurrentiel. Et ça, au détriment du consommateur, en captant le surplus du consommateur. Mais ce prix de monopole, comment un observateur extérieur, une autorité administrative, peut le calculer de manière précise? Comment est-ce qu'elle peut déterminer qu'il est abusif, ce prix? À quoi elle peut le comparer? Que serait le prix sur un marché vraiment concurrentiel? En fait, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse rigoureuse, scientifique. La réponse est forcément arbitraire. On n'a pas d'outils scientifiques pour déterminer ce que serait un prix sur un marché prétendument concurrentiel. Et si vous voulez la démonstration académique de cette vision que je viens d'exprimer, vous pouvez vous reporter par exemple au chapitre 10 du chef-d'œuvre de Rothbard, L'homme, l'économie et l'État, qui démontre ça de manière très convaincante. Simplement, c'est assez peu connu. Donc on aboutit à des concepts assez bizarres. Et de manière générale, on a beaucoup de mal à distinguer des pratiques prétendument anticoncurrentielles de ces acteurs de pratiques normales du marché. Par exemple, prenons l'exemple d'un cartel, c'est-à-dire quelques entreprises qui, entre elles, se mettent d'accord pour réduire la production d'un truc, ce qui va augmenter les prix artificiellement. Comment on peut conceptuellement distinguer cette situation d'une entreprise normale qui procède à une allocation différente de ses productions entre différents produits? Si par exemple moi je produis des chaussures et des chaussettes, je vais décider à un moment donné de baisser ma production de chaussettes pour augmenter ma production de chaussures. Bon. Pourquoi je vais faire ça? Mais tout simplement parce que je veux faire plus de profit. Je veux vendre des chaussures à un prix que j'ai choisi et voilà. J'adapte ma stratégie de production au marché. Un cartel d'entreprise, c'est la même chose. C'est comme si plusieurs divisions d'une même entreprise prenaient ce genre de décision. Donc,
En fait, d'un point de vue rigoureux, on a du mal à distinguer ces situations prétendument anticoncurrentielles d'une situation normale de bon sens. Et dans cette théorie de la concurrence pure et parfaite, on a une espèce de vision mécaniste et statique de l'univers et de la nature humaine. Ce qui est assez frappant. Elle est statique parce qu'elle ne prend pas en compte la dimension du temps. Dans cette théorie, le temps n'existe pas, les choses sont un peu figées, et elle est mécaniste parce qu'elle ne prend pas en compte la complexité de la nature humaine. L'être humain, en fait, c'est une espèce de robot dans cette théorie. Et notamment l'entrepreneur. L'entrepreneur n'existe pas vraiment. C'est une sorte de salarié de l'entreprise. Dans cette théorie, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de profit. Les profits tendent vers zéro dans la théorie de la concurrence pure et parfaite. Alors, on voit bien que d'un point de vue méthodologique, c'est bizarre. Il est évident que cette théorie est absurde et pourtant on continue de s'en servir pour dire qu'elle n'est pas respectée, mais quand même, justement, comme elle n'est pas respectée, on va justifier l'intervention de l'État. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait plutôt dire, cette théorie ne permet pas de comprendre le fonctionnement des sociétés humaines et en particulier du marché. Trouvons une théorie plus réaliste, plus fidèle, qui permet de comprendre la complexité de l'économie. Cette théorie, en fait, elle existe. Notamment les penseurs autrichiens l'ont faite, mais elle est moins connue. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit d'abord que dans la nature humaine, le profit est une dimension fondamentale, qui est normale. Tout être humain agit, c'est-à-dire il se fixe des objectifs à atteindre pour améliorer sa situation personnelle. Donc pour ça, il va mettre en œuvre des moyens, il va prendre un risque, et il faut que sa situation personnelle s'améliore. Et il va en tirer un profit subjectif. De même, les entreprises, elles vont chercher un profit, elles vont être en concurrence les unes par rapport aux autres, et elles vont essayer d'être la meilleure possible sur un marché donné. Elles vont faire de l'innovation, s'améliorer, essayer de capter une part de marché, inventer des nouveaux produits. Et dans cette vision plus réaliste de la nature humaine et de l'économie, le monopole n'est pas un dysfonctionnement, c'est même monopole au sens courant. C'est même quelque chose de naturel. Tout entrepreneur qui crée un produit, son objectif évident, c'est d'être le monopoleur de ce produit sur son marché. Et puis un entrepreneur qui est sur un marché où il y a des produits qui existent déjà, il va tout faire pour être le meilleur possible et éventuellement pour modifier son produit par la qualité, de manière à être un peu une sorte de monopole sur son produit. C'est quelque chose de normal. C'est même une incitation. Un entrepreneur ne ruinerait pas sa vie personnelle pour inventer quelque chose et prendre plein de risques dans sa jeunesse s'il n'avait pas l'espoir de gagner beaucoup d'argent. Et pour gagner beaucoup d'argent, il faut qu'à un moment donné, il ait une sorte de monopole. Même si par la suite, des concurrents arrivent et rognent ses marges. Mais en tout cas, c'est quelque chose de normal. Et ça, c'est beaucoup plus réaliste pour comprendre la nature humaine. Et donc, en fait, comment on pourrait définir la concurrence? Pas avec cette théorie néoclassique, abstraite et fumeuse. La concurrence, c'est simplement une situation où il y a libre entrée sur le marché, où il n'y a pas de barrière à l'entrée. Quand je parle de barrière à l'entrée, je parle de barrière légale. Ça aussi, c'est une notion complètement ambiguë, la notion de barrière à l'entrée. N'importe quoi peut être considéré comme une barrière à l'entrée. L'excellence est une barrière à l'entrée pour des compétiteurs. La seule barrière à l'entrée qu'on puisse définir de manière précise, c'est une barrière légale. Donc il y a concurrence quand il n'y a pas de barrière légale à l'entrée, quand la puissance publique n'empêche pas des compétiteurs d'entrer sur un marché donné. Alors ensuite, comment ça se passe? Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à des situations où il y a quand même des gros acteurs qui abusent du consommateur? Donc il y a deux choses à dire. D'abord, on analyse la firme depuis Ronald Coase et son article fondateur en 1936 comme une entité où on instaure des relations hiérarchiques pour économiser les coûts de transaction qu'il y a sur le marché normal. Ça, c'est la nature de la firme. Ensuite, pourquoi est-ce qu'une firme ne grossit pas indéfiniment jusqu'à être une gigantesque firme presque mondiale? Tout simplement parce que, à partir d'un certain stade, les coûts de coordination interne de la firme deviennent supérieurs à l'économie de transaction qui a justifié la création de la firme. C'est un petit peu du charabia théorique, mais c'est vraiment pour résumer les choses. Donc ça, c'est un élément théorique qui permet d'expliquer pourquoi les entreprises, naturellement, ne pourront pas croître à l'infini. Et puis, il y a le deuxième aspect qui est que si une entreprise abuse vraiment de ses clients, ça arrive, l'entreprise va
si elle est vraiment un des rares producteurs d'un produit sur le marché, peut-être qu'elle va avoir tendance à fixer des prix très élevés, vraiment outrancièrement élevés, objectivement choquants. Bon, mais il n'y a aucune chance pour qu'elle puisse se maintenir dans cette situation sur le long terme. Sur le court terme, évidemment, ça pose aucun doute, mais sur le long terme, ça va forcément créer des opportunités de profit pour des entrepreneurs qui vont l'identifier et créer des entreprises pour la concurrencer. Alors ça, c'est la vision théorique un peu idéale. Donc tout de suite, les anti-libéraux, en général, disent « Mais vous, les libéraux, vous êtes des utopistes. Dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. » Certes. Donc là, il y a deux réponses. D'abord, personne ne prétend que cet ajustement un peu automatique, spontané, doive s'effectuer de manière immédiate. Tout prend du temps. L'histoire économique humaine doit s'analyser sur le long terme. Ce type d'ajustement ne se fait pas instantanément. Quand on parle des GAFA, en fait, leur émergence représente une échelle de temps très très courte sur l'histoire économique. Donc il est naturel que les ajustements ne soient pas instantanés. Et puis il y a une deuxième réponse qui me paraît très importante et qui est négligée. C'est que quand on voit des situations où il y a des entreprises qui abusent évidemment des consommateurs, il faut essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas plus de compétiteurs. Pourquoi il n'y a pas plus de concurrents. Et en général, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de concurrents, pas à cause des prétendues imperfections du marché, mais à cause d'actions de l'État, d'interventions de la puissance publique qui faussent la concurrence de multiples manières, à travers une accumulation démesurée de réglementations, de normes, de prélèvements fiscaux, qui en fait avantagent les acteurs en place au détriment des entreprises qui voudraient émerger. En France aujourd'hui, il est très facile de créer une entreprise. Il y a eu beaucoup de progrès, de fait, pour la création d'entreprises. Mais ce qu'on voit, c'est que les entreprises jeunes, les start-up, ont beaucoup de mal à franchir une certaine taille. Elles finissent par faire faillite. Et c'est pour ça que toutes les grandes entreprises françaises sont en place depuis des décennies. Et ça, quelle en est la cause? Mais ce n'est pas les imperfections du marché. C'est parce qu'on est dans une économie mixte, surréglementée, surfiscalisée. Il y a d'autres facteurs qui contribuent à limiter l'émergence des concurrents. Il y a... par exemple, la politique monétaire. Ça, c'est une idée qu'on trouve dans un livre de Saifeddin Ammous, de Bitcoin Standard, sur les crypto-monnaies. Il explique que notre système monétaire et financier actuel, qui privilégie l'endettement, en fait, va avantager des entreprises qui ont une grosse capacité d'endettement, donc notamment les grosses entreprises, au détriment des petites entreprises qui naissent et qui n'ont pas de capacité d'endettement. Ça, c'est pas une imperfection du marché. C'est la résultante d'un système monétaire et financier qui est surorganisé et surcontrôlé par la puissance publique. Il y a aussi d'autres aspects comme les brevets. Par exemple, les grands géants pharmaceutiques, on peut les accuser d'abuser de leur situation, mais d'où ils tirent leur pouvoir? De brevets. Qu'est-ce qu'un brevet? C'est un monopole accordé par la puissance publique sur une donnée pour un certain temps. Mais ce n'est pas une imperfection du marché, c'est quelque chose créé par la puissance publique. Donc est-ce qu'il est raisonnable de vouloir critiquer ces géants pharmaceutiques avec des motifs par l'action publique, alors que leur pouvoir découle de dispositifs créés par la puissance publique? Vous voyez, il y a quelque chose d'assez ironique. Et puis, de manière générale, évidemment, il y a le capitalisme de connivence. Les grandes entreprises s'arrangent toujours pour obtenir un maximum d'avantages auprès de la puissance publique. Et ça, c'est la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Ce n'est pas le capitalisme normal. Et donc, il y a un défaut de concurrence qui n'est pas créé par une imperfection du marché. Et donc, s'y attaquer par l'action publique, c'est contradictoire, ça ne peut pas fonctionner. Alors, justement, on peut voir les réponses un peu concrètes. Ces politiques ont souvent des conséquences un peu aberrantes. On peut en identifier 4. D'abord, elles nuisent aux entrepreneurs. L'entrepreneur, aujourd'hui, devient présumé suspect automatiquement. Quoi qu'il fasse, il est suspect de nuire à la concurrence. Il arrive, il crée son entreprise et il est immédiatement suspecté de nuire à la concurrence, de multiples manières.
S'il fixe des prix trop élevés, on va l'accuser d'être monopoleur et d'abuser du consommateur. S'il fixe des prix très faibles, on va l'accuser de faire du dumping, d'éliminer ses rivaux. Si ces prix sont exactement dans la moyenne du marché, on va avoir un doute, on va se dire mais est-ce qu'il n'y a pas une entente? Est-ce qu'il ne s'est pas entendu avec ses concurrents? Et donc voilà, l'entrepreneur et l'entreprise est suspecté d'être anticoncurrentiel. Par ailleurs, cette action administrative, l'action préventive et l'action répressive, a un côté complètement arbitraire. C'est-à-dire que l'entrepreneur ne sait jamais s'il enfreint la loi ou pas, puisqu'on ne peut pas définir exactement ce que c'est qu'un monopole ou un prix de monopole. Qui va le dire? Eh ben, c'est l'administration. Mais simplement, l'entrepreneur ne pourra pas savoir avant s'il est en train d'enfreindre la loi ou pas. Donc il y a un côté arbitraire de l'action publique qui est extrêmement choquant d'un point de vue philosophique et inquiétant. C'est-à-dire que ces politiques antitrust sont vraiment aux limites de l'état de droit. Et donc de manière générale, ça va dissuader l'entreprise, l'entrepreneuriat, et ça va dissuader la concurrence. Alors que l'objectif, c'est de favoriser la concurrence. C'est quand même assez ironique. Le deuxième élément, c'est que les politiques nuisent aux consommateurs. Elles empêchent le consommateur de profiter de la recherche et de l'innovation d'acteurs qui, en prospérant, auraient de plus en plus de moyens. Il y a d'ailleurs des études empiriques, je pense notamment à un économiste qui s'appelle Thomas Di Lorenzo, qui ont analysé a posteriori des cas de décisions antitrust du début du XXe siècle, qui ont cassé des entreprises et qui ont essayé de voir d'un point de vue empirique si ces décisions étaient légitimes ou pas, s'il y avait vraiment des abus du consommateur, notamment en termes de prix. Et ce qu'on voit, c'est qu'à posteriori, très souvent, on se rend compte qu'il n'y avait pas d'abus des consommateurs. Au contraire, il y avait des tendances favorables aux consommateurs. Et à un moment donné, les autorités antitrust arrivaient et cassaient cette dynamique. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les autorités administratives et la puissance publique a une prétention à l'omniscience. Et là, on rejoint les thèses de Hayek sur la présomption fatale. Les sociétés humaines sont éminemment complexes et quelques bureaucrates dans leur bureau ne peuvent pas saisir toute la subtilité de l'économie. Donc c'est valable notamment pour l'analyse de la concurrence. Et puis, ces décisions, et c'est mon quatrième point, troisième, c'est troisième. Dans ces décisions antitrust, il y a souvent en fait des instrumentalisations politiques. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'acteurs qui vont avoir intérêt à faire prospérer les théories antitrust et les pratiques antitrust pour en fait détruire leurs concurrents. Les fondateurs de l'économie classique, Turgot, Jean-Baptiste Say, etc., ne s'intéressaient pas beaucoup aux problèmes de monopole et d'abus de position dominante. Cette notion est arrivée à la fin du XIXe siècle avec le Sherman Act en 1890, qui était la première loi antitrust importante. Et aujourd'hui, avec les études historiques, on se rend compte que ce qui a justifié cette loi, c'était du clientélisme électoral. C'était un grand nombre d'entreprises moyennes qui étaient paniquées par l'émergence de grands acteurs industriels issus de la révolution industrielle et qui ne savaient pas comment faire face et qui se sont alliés et qui ont obtenu le soutien unanime des sénateurs républicains pour faire passer le Sherman Act. Ça, c'était avant toute justification théorique. C'était vraiment du clientélisme électoral. Ensuite, il y a eu les justifications théoriques dans les années 30. Il y a eu un déluge de théories pour modéliser de manière sophistiquée, mathématique, etc., ces politiques antitrust. Ensuite, elles ont été réfutées dans les années 40, 50, notamment par Mises, Hayek et Rothbard. Mais ce qu'on voit, c'est que, voilà, là, et ça a été analysé par l'école du public choice aussi, on a une instrumentalisation de politique publique par des acteurs privés. C'est-à-dire que moi, si je n'arrive pas à faire face à un nouveau concurrent, parce que je suis tout simplement moins bon, plutôt que de risquer la faillite, je vais faire pression sur les parlementaires et sur les médias pour faire passer des lois antitrust et prendre des décisions antitrust contre ces gros acteurs. Alors, ça rejoint une hantise du big business, qui est d'ailleurs assez liée à la haine du capitalisme. Le capitalisme, c'est l'accumulation du capital, et donc naturel qu'on voit émerger de très gros acteurs qui ont beaucoup de pouvoir, qui peuvent donc faire de grandes choses au service de l'humanité. Donc la haine du big business, elle a émergé au fin 19e siècle, et elle est en train de revenir en ce moment face aux GAFA,
qui sont des acteurs d'un genre totalement nouveau et qui sont objectivement très impressionnants. Je vais parler des GAFA juste après, mais d'abord, il y a un quatrième point pour lequel on peut dire que les politiques antitrust aboutissent à des conséquences concrètes aberrantes, c'est qu'elles justifient l'extension sans limite de la sphère publique. Les politiques antitrust justifient l'extension sans limite de la sphère publique, pas seulement parce qu'elles font naître des bureaucraties antitrust, mais parce qu'elles empêchent l'émergence d'acteurs qui auraient des moyens pour faire plein de choses dans tous les domaines, dans la recherche, dans la culture, dans l'éducation, dans la philanthropie. Et comme on les empêche d'atteindre ce niveau-là, en gros, on réduit le nombre de milliardaires sur Terre. Ensuite, ça donne des arguments à l'administration pour dire, regardez, le marché ne fait pas ça spontanément, le marché, il n'y a pas assez de philanthropie, le marché n'aide pas assez les artistes, le marché ne fait pas assez de recherche fondamentale, donc il faut que l'État le fasse. Il faut un ministère, il faut des bureaucrates, il faut des impôts, et donc on justifie comme ça, sans limite, l'extension de la sphère étatique, parce qu'on empêche le privé de le faire, au nom de la concurrence. C'est quand même très étonnant comme situation. Alors maintenant, les GAFA. Est-ce qu'on est dans une situation nouvelle face aux GAFA? Alors d'abord, la première chose à dire, c'est que dans l'histoire économique depuis un siècle, à chaque fois qu'on veut réactiver en gros la philosophie antitrust, on dit c'est nouveau. Il y a un nouveau type d'acteur parce qu'il y a des nouvelles technologies. Ce qu'on voit en ce moment, ça n'a jamais eu lieu. C'est nouveau, donc oublions tout et vite, il faut que l'État casse ces grands acteurs. C'est trop dangereux. Donc quand on vous dit les GAFA, c'est nouveau, premier réflexe à avoir, à chaque fois on dit c'est nouveau. Première chose. Deuxièmement, il est juste que les GAFA sont en train de prendre un pouvoir immense, assez démesuré. Certaines, comme Google, ont même un projet messianique et prométhéen, quoi. Ils veulent transformer l'humanité, etc. Est-ce que les raisonnements que j'ai énoncés juste avant sur les critiques des politiques antitrust sont applicables aux GAFA? Ben oui. C'est-à-dire que, d'abord, les GAFA rendent des services immenses à l'humanité, qui sont assez peu quantifiés. Mais en quelques années, ils ont favorisé la diffusion de l'information, totalement transformé la distribution, créé des produits absolument fascinants, pulvériser le secteur des médias, et c'est d'ailleurs pas un hasard si c'est dans les médias qu'on trouve en permanence un déluge d'arguments anti-Google. C'est parce que les médias traditionnels ont été incapables de s'adapter à la révolution numérique. Et ce sont eux qui sont menacés par les GAFA. Donc évidemment, ils ont intérêt à faire circuler toute cette espèce de phobie et de paranoïa anti-GAFA. Est-ce que les GAFA peuvent abuser durablement du consommateur sur le long terme? En fait, c'est ça la question. Est-ce que le raisonnement un peu optimiste consistant à dire que s'il y a trop d'abus, des concurrents vont arriver, est-ce que ce raisonnement est valide? C'est vrai qu'on dit que Google rachète tous ses concurrents et qu'il empêche la concurrence d'émerger. En soi, c'est pas forcément un mal. Google continue d'offrir des services gratuits à toute l'humanité. Donc voilà, c'est une forme de croissance comme une autre. Ensuite, bon, il y a beaucoup de gens qui disent malgré ça, mais il faut tout de suite casser Google. C'est vraiment Google, c'est très vilain. Ce raisonnement-là part d'un présupposé qui est que la technologie actuelle ne va plus changer, en fait. Et que Google a acquis un pouvoir immense et qui capte énormément de data, et que maintenant, voilà, sa suprématie est acquise. Mais ce postulat, il est très arbitraire, notamment quand on regarde l'histoire économique. Les GAFA ont atteint leur pouvoir, notamment parce qu'il y a eu un renouvellement technologique et qu'ils ont réussi à s'en emparer. Pourquoi il n'y aurait pas de nouvelles inventions? Je prends un exemple très concret. La blockchain et les crypto-monnaies. Bitcoin, c'est une invention inouïe, totalement inouïe. On en est encore à une phase très initiale, il y a encore beaucoup de limitations techniques, mais il y a énormément de progrès qui sont en cours, dont les médias sont complètement ignorants. Ils évitent soigneusement d'en parler. Qu'est-ce que ça va donner, les crypto-monnaies, par rapport aux GAFA? Le pouvoir des GAFA vient de la monétisation des données personnelles. Ils arrivent à capter d'immenses quantités de données gratuitement en échangeant des services aux utilisateurs. C'est de là que vient leur pouvoir. Ces données, dans le contexte traditionnel, les utilisateurs que nous sommes ne peuvent pas les vendre aux GAFA. On n'a pas les conditions techniques et financières pour
pour le faire. Les crypto-monnaies vont transformer ça. Des choses comme le Lightning Network, c'est un projet de passage à l'échelle du Bitcoin, vont rendre possible des transactions en millisecondes, millionièmes de secondes, sur des fractions, des millionièmes d'euros, avec des espèces de flux de monnaie, vont permettre de marquer, d'horodater, de tracer l'information d'une manière totalement nouvelle. Ça, c'est en cours. Il y a déjà des centaines de startups qui travaillent là-dessus dans le monde. Les GAFA ont très bien perçu ce risque. Elles ont tout à fait compris qu'il y avait là une rupture technologique qui va remettre en question leur modèle. Elle regarde ça de très près. Et donc, quand on dit qu'il faut vite casser Google, on néglige totalement cette émergence de nouvelles technologies qui peuvent ensuite remettre en question, limiter le pouvoir des GAFA. Alors après, évidemment, ça fera l'objet de la discussion. On peut passer dans la science-fiction, c'est-à-dire que l'irruption de l'intelligence artificielle fait que si l'humanité va être transformée, est-ce que c'est bien raisonnable de laisser Google le faire? Alors, il y a la réponse de Laurent Alexandre qui dit « Aucun souci que les États-Unis ne prennent des décisions antitrust contre les GAFA, parce que si elles le faisaient, ça livrerait le champ de l'intelligence artificielle aux Chinois. Et donc, pour des raisons géopolitiques, il n'y aura tout simplement pas de décision antitrust contre les GAFA. Donc, le problème est réglé. D'ailleurs, ça rejoint un argument un peu colbertiste ou de nationalisme économique contre les politiques antitrust, que je n'avais pas cité juste avant, parce qu'en fait, ce n'est pas l'argument des libéraux. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais les politiques antitrust, c'est pas bien parce que ça empêche l'émergence de géants européens ou de géants français, etc. » Et donc, ces gens-là veulent supprimer ces politiques antitrust sur cette argumentation, qui n'est pas libérale. En tout cas, on la voit sur les GAFA aujourd'hui. Ensuite, bon, ce qu'on voit, c'est que les GAFA, entre elles, il y a une espèce d'équilibre des puissances, hein, elles se font concurrence quand même entre elles. Ensuite, peut-être qu'il vaut mieux que l'intelligence artificielle soit aux mains d'entités privées plutôt que des États. Moi, personnellement, ça ne me choque pas. On critique énormément la société de surveillance que mettent en place les GAFA, mais est-ce que c'est pas pour occulter la société de surveillance inouïe que les États ont mis en place, notamment les États démocratiques, les États occidentaux. Donc voilà, ça ouvre plein d'autres sujets qui dépassent le champ de la concurrence et des politiques antitrust. Je vais conclure. J'espère vous avoir convaincu que les politiques antitrust sont antilibérales. Leurs fondements ne sont pas scientifiques. Ces politiques sont irrationnelles, arbitraires, elles ne sont pas seulement inefficaces, elles sont aussi nuisibles. Nuisibles d'un point de vue économique et nuisibles d'un point de vue philosophique. Et donc, de mon point de vue, tous les libéraux devraient s'y opposer. Je vous remercie.